Bonjour, leçon 3 et 4 pour les 5e FGS. Donc ça fait suite à notre cours sur le pétrole de la semaine passée. On va regarder aujourd'hui, selon certaines régions du monde, ce que coûte un baril de pétrole. Je vous propose un graphe qui va nous montrer le coût d'extraction d'un baril de pétrole, donc selon certaines régions. Alors c'est exprimé en dollars. Alors il faut d'abord, première définition, savoir ce que c'est un baril. Concernant le pétrole, c'est un tonneau qui a un contenant de 159 litres de pétrole. Alors on peut utiliser le mot baril pour d'autres choses, un baril de bière par exemple, qui est de 117 litres de bière. Voilà. Donc vous avez plusieurs régions qui sont étudiées. Vous avez le Moyen-Orient, vous avez le Venezuela, la Russie, l'Amérique du Nord, le Canada, l'Arctique, etc. Donc on va faire des zooms sur chacune de ces régions-là. Alors on va commencer par le Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, vous voyez qu'au niveau du graphique, c'est vraiment la zone qui a le plus faible coût d'extraction du pétrole. Alors quels sont les pays qui représentent ce Moyen-Orient? Vous avez l'Arabie Saoudite, bien sûr, vous avez les Émirats arabes, vous avez le Koweït, vous avez l'Iran et vous avez aussi l'Irak. Donc ça c'est concernant la localisation des pays qui exploitent du pétrole. Alors ils sont hyper concurrentiels pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la profondeur. Je pense que je vous avais déjà expliqué ça la dernière fois. La profondeur des gisements n'est pas très, très importante, et donc du coup, l'accès est relativement facile au pétrole. Deuxième avantage dans cette région-là, c'est de manière générale le coût du travail de la main-d'œuvre, donc le coût du salaire, etc. Donc c'est pas un salaire exorbitant, donc ils peuvent évidemment jouer sur ce prix-là et pour être concurrentiels. Autre point hyper important, c'est le coût de transport. Le coût de transport est assez faible dans cette région-là pour deux raisons. La première, c'est la proximité des ports. Donc vous avez ici, par exemple, les zones de localisation des gisements de pétrole, donc je fais un grand ensemble, et dans cette zone, vous avez à la fois les zones de la localisation des gisements de pétrole, donc les champs pétrolifères, mais aussi vous avez la proximité de ces champs, vous avez les ports. Donc les ports vont jouer un rôle évidemment fondamental dans le commerce international. Donc si vous avez les champs pétrolifères à côté des ports, évidemment que le coût de transport va être vachement moins important. Donc ça c'est un point super pertinent de se dire que la proximité est intéressante et donc ils vont pouvoir jouer pour être concurrentiels par rapport à ça. Et deuxième façon de transporter le pétrole, c'est ici, vous avez par exemple un gros trait, c'est grâce aux oléoducs. Donc les oléoducs, c'est un énorme pipeline, donc c'est un gros tuyau qui va transporter le pétrole brut d'un endroit à l'autre. Donc par exemple ici, le pétrole va être transporté du golfe Persique vers la mer Rouge. Alors c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir du coup, hop, migrer vers le nord, traverser le canal de Suez et avoir accès à la mer Méditerranée vers l'Europe. Donc ça, évidemment, c'est un atout pour le pétrole de cette région-là, du Moyen-Orient, de pouvoir assez rapidement acheminer le pétrole, même brut, vers l'Europe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de se dire, il y a deux moyens de transport, le transport maritime via les ports et le transport via les oléoducs. Donc, on a déjà cité toute une série d'avantages. Il y a un dernier avantage, c'est que en général, le pétrole de cette région-là n'a pas besoin d'être traité, d'être raffiné à outrance. Donc il y a de nouveau un coût qui est inférieur aux autres régions. Donc, de manière générale, je vous ai cité tous les avantages qui permettent donc au Moyen-Orient d'être hyper concurrentiel par rapport aux autres régions. Donc ça, c'était
la première région, le Moyen-Orient. Alors, je vais passer à une deuxième région, ce sont les plateaux continentaux. Ça veut dire que c'est des zones de gisement de pétrole qui sont en pleine mer, offshore, en pleine mer. Mais la première caractéristique, c'est que ici, on a des gisements qui sont peu profonds. Donc, gros avantage, ils sont peu profonds et ils ne sont pas très loin des côtes. Donc, au niveau de ce coût de transport, ben, on est aussi dans une certaine concurrence, donc c'est intéressant. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ce sont des plateformes qui sont soit flottantes, soit qui sont fixes. Et donc elles sont, voilà une image, elles sont en pleine mer. Alors un petit désavantage, c'est qu'il faut toujours la présence d'hommes pour gérer ces gisements de pétrole. Et un autre désavantage, c'est que finalement ce pétrole doit être traité un petit peu plus que le pétrole par exemple du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il doit être chauffé, donc il doit être rendu plus liquide pour pouvoir le remonter à la surface. Donc il y a quand même des techniques qui sont conséquentes, donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus cher à l'extraction que le Moyen-Orient. Alors, pour prendre des exemples de plateformes offshore peu profondes, vous avez par exemple le Royaume-Uni, avec principalement l'Écosse, et vous avez aussi la Norvège. Autre exemple de pétrole, c'est l'extraction du pétrole au niveau du Venezuela. Alors, le Venezuela est un pays d'Amérique du Sud. On extrait le pétrole principalement en bordure ou à proximité du fleuve Orénoque. Alors, c'est un gros avantage parce que à ce niveau-là, la profondeur n'est pas importante. Donc, ça c'est au niveau du coût d'extraction, ça va avoir évidemment une influence. Donc, faible profondeur des gisements de pétrole. Par contre, gros désavantage au niveau du Venezuela, c'est que les gisements de pétrole, on appelle ça qu'ils sont localisés dans des sables bitumineux. Du coup, le pétrole que l'on va devoir extraire de ce sable bitumineux va être extrêmement lourd et extrêmement épais. Donc, vous l'avez compris, il va falloir utiliser des techniques pour le raffinage qui vont évidemment coûter beaucoup plus cher. Voilà, donc vous avez quand même 47 $ pour l'extraction d'un baril par rapport par exemple au Moyen-Orient où c'est 27. Donc le coût d'extraction est plus important. Alors, vient se rajouter à ces problèmes une énorme crise politique, je ne sais pas si vous le savez, depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, le Venezuela, ils ont énormément de réserves pétrolières, mais ils ont quasiment arrêté leur production à cause de cette crise politique qui dure et qui s'éternise. Et donc voilà, pour le moment, le gouvernement n'est plus capable et n'a plus les moyens financiers d'extraire du pétrole. Donc, gros problème. Quatrième zone que l'on va étudier, c'est la Russie. La Russie, au niveau de la localisation des gisements de pétrole, c'est principalement dans l'Oural. Alors, vous pouvez noter que c'est la même philosophie que l'Arabie Saoudite, donc c'est peu profond, etc., etc. Donc, de manière générale, les coûts de production sont plus ou moins les mêmes, mais la grosse différence avec le Moyen-Orient, ce sont les coûts de transport. Donc, au niveau de la proximité des ports ou de la proximité des oléoducs, c'est pas génial. Donc, le transport coûte beaucoup plus cher au niveau russe que, par exemple, au niveau saoudien. Autre zone que l'on étudie, ce sont les zones offshore, mais cette fois-ci profonds ou très profonds. Donc, plus de 1000 mètres ou plus de 1500 mètres. Alors là, les coûts d'extraction sont quand même relativement forts, c'est relativement important. Alors, vous avez des multinationales comme Total qui sont très friands de cette technique-là, parce qu'en fait, c'est une multinationale qui attend et qui se dit, le jour où on a un manque de pétrole au niveau international, eh bien, on va ouvrir nos robinets parce que le prix du pétrole sera important, donc on va pouvoir vendre évidemment de façon
très importante le pétrole en offshore profond. Donc ils estiment qu'ils vont pouvoir exploiter ça vers 2035, je pense. Sixième zone, les USA. Bon, ça j'avais déjà expliqué en long et en large avec le pétrole dans les schistes au niveau des États-Unis, donc je passe à ce niveau-là. Alors le 7, c'est la même réflexion, mais cette fois-ci, c'est le Canada. Le Canada, c'est exactement la même chose que le Venezuela, donc c'est du pétrole qui est dans du sable bitumineux, donc très lourd, très épais, beaucoup d'argent investi pour le raffinage, mais le problème du Canada, c'est qu'ils vont devoir payer une main-d'œuvre qui coûte relativement cher, donc ils vont pas du tout être concurrentiels pour le moment. Donc, de nouveau, les sables bitumineux du Canada, ils vont pouvoir vendre leur pétrole le jour où le pétrole sera à un prix très important. Dernière zone qui m'intéresse, c'est l'Arctique. Alors l'Arctique, c'est donc le pôle Nord. Alors l'Arctique est un peu particulier parce que voilà, ils sont déjà en train d'exploiter une partie du pétrole de l'Arctique. C'est principalement en Alaska, donc c'est les Américains qui font ça. Donc ça, c'est une première petite partie. Et alors, la deuxième partie va concerner évidemment autre chose, c'est le futur. Le jour où il va avoir la fonte de la banquise quasiment totalement due au réchauffement climatique, on se demande comment les pays vont faire. Et donc, aujourd'hui, au niveau des réserves pétrolières en Arctique, ce ne sont des estimations. Alors, vous avez aujourd'hui 5 pays qui vont, entre guillemets, se disputer cette zone-là, États-Unis, Canada, Danemark avec le Groenland, la Norvège et la Russie. Alors, au niveau du droit international, l'Arctique n'appartient en fait à personne. Donc je le trace ici. Donc l'Arctique n'appartient à personne, mais vous avez évidemment des pays, donc, que je viens de citer ici, qui ont une zone qui s'étend jusque l'Arctique, et ça représente plus ou moins 200 miles marins. Ça veut dire que voilà, ils peuvent exploiter jusqu'à 370 km de chez eux au niveau des mers ici, donc de l'océan glacial arctique. Alors, l'idée est la suivante, c'est le jour où il y a le réchauffement climatique, le jour où on a cette banquise qui a complètement fondu, comment va-t-on faire? Donc, ce n'est pas évidemment pour dans 5 ans, mais les observateurs internationaux se demandent, scientifiques se demandent comment ils vont gérer ça. Et donc, il va évidemment avoir une demande pressante de ces 5 pays-là pour dire, mais nous allons étendre notre zone d'accès à l'océan Arctique. Alors, ce n'est pas évidemment chose facile, mais pour le moment, on ne peut pas toucher à cette zone au niveau de l'Arctique. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire par rapport à toutes ces zones, ces régions qui sont des grosses régions qui vont évidemment avoir une influence importante sur le commerce international du pétrole. Donc automatiquement, vous avez des tensions entre les pays. J'avais déjà expliqué en classe les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, etc. Donc, je vous propose de vous tenir un peu au courant par rapport à cette actualité, peut-être aussi par rapport au coronavirus. On avait fait tout un petit chapitre le lien entre la chute du pétrole et le coronavirus. Donc, je vous incite à écouter les infos et à essayer de retenir un maximum d'éléments à ce sujet-là.